Alors, la controverse ne porte pas sur les points d'arrivée de la transition électrique. Tout le monde est d'accord pour dire que le futur de l'automobile sera électrique. On verra si ce sera plutôt batterie ou hydrogène. On en parlera plus loin dans la journée. Mais sur les tempos, sur les rythmes de la transition. Alors, en Europe, depuis 2 ans, on a assisté à une accélération qui n'a pas d'équivalent au monde, qui a placé donc l'industrie automobile européenne dans une trajectoire qui est unique et qui donc fait de la transition électrique en Europe quelque chose de beaucoup plus disruptif, pour utiliser un terme qui est à la mode aujourd'hui, que c'est qu'on observe dans d'autres pays, dans d'autres régions de production, y compris la Chine, dont on pensait jamais que l'Europe pourrait passer devant. Et donc, d'autant plus la transition électrique sera rapide, plus il y a des craintes qu'elle puisse être disruptive. Et c'est pour ça que les thèmes de la transition juste prend de plus en plus d'ampleur dans les débats bruxellois. C'est un concept qui a été notamment introduit, aussi l'incertitude, bien sûr, évoquée tout à l'heure, du Fit for 55, qui risque donc d'accélérer encore davantage la transition. On l'a vu avec des objectifs à 100% de réduction du CO2 pour 2035. Et donc, on a vu ces concepts de transition juste émerger dans les débats bruxellois, portés notamment par les organisations syndicales, mais aussi par les organisations patronales, notamment de l'automobile, très concernées pour l'impact que cette transition est susceptible d'avoir sur les emplois et sur les filières automobiles. Il y a eu récemment un rapport de l'Observatoire de la métallurgie, notamment en avril 2021, qui a pointé de manière très documentée les risques pour les emplois en France, avec une prévision d'une réduction des 15% entre 2020 et 2025, alors qu'on en a déjà perdu 40% des emplois automobiles sur les derniers 15 ans. C'est des scénarios qui sont bien entendu très préoccupants. La question de l'enjeu de la transition juste concerne aussi l'accès à la mobilité. Ça, c'est la CA qui l'a montré de manière assez claire. Il y a une corrélation évidente entre les niveaux des revenus des ménages et leur capacité d'avoir accès d'abord à un véhicule neuf, en particulier à un véhicule neuf électrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des ventes des véhicules électriques sont concentrés dans le nord de l'Europe. Et les risques en termes de transition, c'est une fracture de plus en plus importante se produisent entre les ménages riches, notamment du nord de l'Europe, qui ont accès à des véhicules électriques avec des aides importantes de l'État et en bénéficient donc très largement, et les ménages plus pauvres du sud et de l'est de l'Europe qui en seront exclus et qui en pâtiront aussi les coûts, parce qu'on voit et on sait que le coût du carbone va augmenter, va être davantage taxé en Europe, et cela pourrait avoir immédiatement des impacts très forts sur les coûts des carburants, et on a vu avec la crise des Gilets jaunes en France à quel type de conséquences politiques cela peut avoir. Donc, c'est clair que... désolé. C'est clair que l'accélération du tempo de l'électrification en Europe risque d'avoir des impacts importants en termes de transition juste. Alors, la question que je me pose en tant que chercheur, c'est de comprendre pourquoi les tempos de l'électrification s'est accéléré à tel point en Europe ces derniers 2-3 ans. On sait, on l'a compris très bien, tout le monde est au courant, c'est la réglementation européenne du CO2 qui dicte ces tempos, mais c'est une réglementation qui est en place en fait depuis 2009. Et l'objectif des 95 grammes pour 2020-2021 était connu depuis longtemps par l'industrie automobile. Donc, qu'est-ce qui a changé ces derniers 5 ans qui a fait que donc on observe cette trajectoire unique parmi tous les pays des productions mondiales de l'automobile? Eh bien, ce qui a changé, ce n'est pas la réglementation en soi, bien qu'elle a été durcie, mais les conditions de son application. Et pour moi, la cause première donc, qui explique cette accélération du tempo, c'est bien entendu les Dieselgate, qui s'est produit en 2015, et qui, pour moi, c'est un peu comme un météorite qui a soudainement touché l'industrie automobile européenne. Et heureusement, l'industrie elle-même n'est pas un risque d'extinction, mais les moteurs thermiques qu'il a caractérisés depuis plus d'un siècle, lui, il est bel et bien, et on a déjà les dates, on sait qu'entre 2030 et 2035, il risque bien de disparaître. Alors, pourquoi l'impact du Dieselgate a été si important? Alors, il y a 2 raisons. D'abord, le Dieselgate a rendu public, c'est que la boule bruxelloise connaissait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'à partir des années 2000, de manière plus nette, à partir de 2008, lorsque la réglementation est devenue contraignante avec des pénalités, les constructeurs ont bien davantage réduit les émissions de CO2 de leurs véhicules
en laboratoire, un test d'homologation, plutôt que dans des conditions des conduites réelles. Et donc, vous voyez, les taux d'optimisation des tests est passé des 8 à 40% sur la moyenne des véhicules entre 2000 et 2015. Et donc, tout cela a été connu. Des négociations étaient en place pour essayer d'introduire des nouveaux tests d'homologation, mais du moment où c'est devenu public, du moment que c'est devenu un scandale, tout cela s'est brutalement accéléré. Et donc, les nouveaux tests d'homologation, les conditions d'application de la réglementation se sont soudainement durcies, ce qui veut dire que l'effort demandé aux constructeurs entre, disons, 2017 et 2021 n'était pas dépassé des 122 grammes à 95, mais dépassé plutôt des 166 grammes, ce qui était des émissions en conditions d'utilisation réelle, vers les 95, en sachant qu'il y aura aussi davantage de dispositifs, notamment embarqués à partir de cette année dans les véhicules, qui vont permettre à la Commission de vérifier que les cartes se maintiennent au-dessus au moins des 10%. Deuxième impact très important, c'est que le Dieselgate a disqualifié la principale technologie qui avait été développée en Europe depuis 20-30 ans pour justement surmonter, au moins dans un premier temps, en reléguant donc à plus loin l'électrification, les challenges climatiques des réductions de CO2 qui étaient les diesels. Les diesels, malgré les bashings dont il a subi, restent quand même une technologie qui est beaucoup moins polluante qu'un véhicule essence, au moins dans la route, puisqu'il permet de réduire la consommation entre 27 et 40%. Et vous voyez que les diesels étaient complètement disqualifiés, les ventes ont tombé. Donc, les constructeurs sont aujourd'hui complètement contraints à s'électrifier, ils n'ont pas le choix, c'est pourquoi je parle d'une marche forcée vers l'électrique. Alors, une question qui, pour l'instant, n'a pas été vraiment beaucoup explorée, à mon sens, en particulier par la recherche universitaire, c'est pourquoi les Dieselgate? Pourquoi les constructeurs se sont mis dans un tel pétrin? Pourquoi ils ont triché? Alors, je sais que pas tout le monde a triché, mais l'optimisation des tests des CO2, qui c'est quand même une forme de ruse pour ne pas se mettre complètement en conformité au test, concernait l'ensemble des constructeurs. Alors, pour l'instant, les explications qu'on a, à mon sens, ne sont pas très satisfaisantes et consistent à blâmer essentiellement les constructeurs qui sont considérés, là, il y a un rapport qui a été très influent de l'ONG environnementale Transport and Environment qui a été publié en 2018 et qui en gros dit les constructeurs étaient rusés, malhonnêtes, ils ont exploité tous les moyens possibles pour contenir la réglementation et en plus ils ont été cupides. Au lieu de faire des véhicules sobres, moins puissants et moins lourds qui leur auraient rendu la tâche plus facile, ils ont au contraire fait des véhicules plus lourds, plus puissants et plus polluants. Donc, voilà la cause du Dieselgate. Alors, je ne veux pas dire que les constructeurs ne sont pas responsables de ça, je ne veux pas entrer dans ces mérites, ils ont bien entendu une grosse responsabilité dans les Dieselgate. Mais cette explication, à mon sens, n'est pas du tout satisfaisante parce que, d'une part, l'industrie automobile, c'est les premiers investisseurs en R&D en Europe. Il avait identifié depuis 1990 que la dépollution des moteurs était son enjeu central. Et quand on connaît un peu les ingénieries chez les constructeurs et chez les équipementiers, les niveaux des compétences techniques, en particulier en mécanique, on peut vraiment s'étonner que les constructeurs aient préféré contourner la réglementation plutôt que de s'y conformer en utilisant la ruse, en s'exposant à des risques majeurs dont on voit aujourd'hui les conséquences. Donc, comment on explique les Dieselgate? Alors, il faut revenir au début de la réglementation, un moment clé dans l'histoire de la réglementation européenne sur les CO2, c'est-à-dire sa négociation entre 2005 et 2009. À cette époque, on le voit, il y avait déjà un objectif volontaire que la CA avait pris de réduction des émissions de CO2 à 140 grammes pour 2008. Et la CA s'était engagée, l'ensemble des constructeurs européens aussi. Et à partir à peu près de 2005, la Commission constate que l'industrie ne parviendra pas à tenir son objectif. Cependant, on voit que les constats ne sont pas les mêmes selon les constructeurs. Les constructeurs généralistes, et en particulier les constructeurs français et italiens, eux, avaient tenu les paris. Et ils étaient en fait parfaitement en ligne pour faire baisser les émissions au-dessus des 140 grammes. Par contre, les constructeurs premium, et en général les constructeurs allemands, eux, ils étaient complètement loin de cet objectif. Vous voyez, à plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de grammes loin de l'objectif. Et donc, au moment où la Commission décide de lancer la réglementation qui est en place, qui est une réglementation contraignante associée à des pénalités, il y a eu une lutte politique féroce entre les constructeurs allemands, son gouvernement, et les constructeurs français et italiens et leur gouvernement. Et les points de l'industrie automobile allemande sur Bruxelles, j'y reviendrai, est écrasant.
Et donc, ils ont gagné. Et l'enjeu principal portait sur l'introduction de quelque chose qui peut paraître irrélévant au secondaire, mais qui, à mon avis, est structurant, c'est-à-dire des objectifs basés sur les poids, pondérés. Alors, pourquoi c'est très important, et c'était très important pour les constructeurs allemands de faire passer ce dispositif-là? C'est parce que, non seulement cela permet à des constructeurs qui produisent des véhicules plus lourds d'avoir des objectifs moins exigeants, donc d'avoir plus de temps pour se mettre en conformité à la norme, mais en plus, ils ne disqualifient pas leur stratégie qui consiste à faire historiquement des véhicules qui sont dans les temps plus lourds et plus puissants, puisqu'en se déplaçant vers des véhicules plus lourds et plus puissants, on n'est pas pénalisé. Au contraire, on a des objectifs qui deviennent moins contraignants. Et encore plus important, la stratégie opposée, qui aurait été la stratégie la plus rationnelle, au moins pour se conformer à l'objectif de réduction des CO2, qui aurait consisté à faire des véhicules moins lourds et moins puissants, les deux éléments qui sont les plus structurants pour la consommation automobile et donc pour les émissions des CO2, étaient complètement disqualifiés. Puisque si un constructeur s'engage dans cette voie, son objectif des CO2 augmente. Au lieu de se rapprocher de l'objectif, il reste où il est. Donc, cela a créé un environnement concurrentiel qui était très, très favorable aux constructeurs premium et très, très favorable à monter en gamme réglementée. Et là, vous voyez les données sur la voiture moyenne européenne qui a été vendue entre 2001 et 2019. Et vous voyez justement cela. Monter en gamme, réglementé, structurant. Les poids ont augmenté de 10% et très fortement dans les années 2000. La puissance, elle a augmenté de 40%. Les prix moyens ont augmenté de 50%. Et tout cela signifie que 32% d'émissions supplémentaires à cause de la puissance ajoutée, du poids ajouté, 32% d'émissions en plus ont été structurellement introduites dans les véhicules moyens européens. Or, l'industrie était censée réduire des 30% pour atteindre son objectif de 2015. Et vous voyez bien qu'en fait, l'effort qui leur était demandé à cause de cette montée en gamme réglementée était bien plus important, était des 62%. Donc finalement, l'industrie européenne est parvenue à réduire des 40%. Mais cela n'était équivalent qu'à 8% des réductions effectives. Et donc, l'optimisation est devenue une stratégie pour compenser les difficultés à dépolluer des véhicules qui étaient structurellement plus polluants, c'est-à-dire plus lourds et plus puissants. Or, bien entendu, la réglementation CO2 n'est pas les seuls facteurs. Il s'inscrit dans un cadre réglementaire beaucoup plus large où, depuis le début des années 2000, environ une centaine de règles nouveaux ont été introduites pour modifier ce qui est les véhicules européens standards et qui ont contribué à les rendre, certes, plus technologiquement avancés, plus sûrs de manière active et passive, mais qui ont aussi rendu ces véhicules structurellement plus premium, plus chers, plus difficiles à produire. Et vous voyez les poids des constructeurs allemands à Bruxelles avec 57 lobbyistes, 3 représentants du gouvernement, plus un expert, alors que la France a une présence qui est entre 6 et 7 fois inférieure, ce qui montre bien les différents poids, les différents niveaux d'influence qu'on a entre l'Allemagne et la France sur la mise en place de ces réglementations. Je vais maintenant voir comment tout cela s'est traduit au niveau des constructeurs. J'ai donc utilisé les données de l'Agence européenne de l'environnement et j'ai créé 2 groupes, les groupes premium, Mercedes, BMW, Audi, Volvo, les groupes généralistes, constructeurs français, italiens, plus Opel et Ford, et j'ai mis des côtés Volkswagen, qui est un constructeur un peu hybride entre les deux, c'est des constructeurs généralistes plus haut de gamme que vous avez en Europe. Et vous voyez qu'effectivement, l'ensemble des acteurs a joué le jeu des constructeurs premium et monté en gamme. Vous voyez là l'augmentation du poids qui est équivalente pour les 2 groupes et pour Volkswagen. Vous voyez là l'augmentation du prix qui correspond donc à l'effort que tous les constructeurs ont fait pour introduire des technologies dépolluantes, car si vous ne pouvez pas réduire les poids et la puissance, la seule manière d'atteindre les objectifs des CO2, c'était d'introduire des diesels, des injections directes essence et d'autres technologies qui ont aussi été autant des moyens d'optimiser les tests, j'y reviendrai. Et l'impact, c'est clair, c'était clair depuis le début. Si la règle européenne est fixée par les constructeurs premium, c'est clair qu'il lui est favorable. Donc, les constructeurs premium ont augmenté leurs ventes de 40% dans la période. Volkswagen, qui étaient les constructeurs généralistes, qui est les plus montés en gamme et qui est aussi des plateformes partagées avec Audi, a suivi plus ou moins la même tendance, a résisté. Tous les autres ont perdu du terrain parmi les généralistes, moins 35%, une chute presque régulière, qui explique aussi l'effet que toutes les fermetures d'usines
c'est ici qu'on les trouve. Toutes les délocalisations massives des productions d'emplois, c'est ici qu'on les trouve, parce que produire des véhicules du segment A et B avec cette contrainte de montée en gamme réglementée est devenu de plus en plus compliqué et les marges de plus en plus réduites. Donc, il y a là un paradoxe, parce qu'on a une réglementation qui a clairement compensé les véhicules qui étaient les plus polluants structurellement, les plus lourds. Et donc, c'est ces véhicules-là qui pèsent environ 1700 kg, qui ont pris 40% en plus des ventes, alors que, en raison d'un taux d'optimisation très élevé, ils sont finalement très peu verts. Alors que les véhicules qui étaient structurellement les plus verts en Europe, c'est-à-dire les véhicules des généralistes, 1300 kg, 400 kg en moins par rapport aux constructeurs premium, eux ont vu leurs ventes baisser, leur marge baisser également. Et donc, il y a là clairement un paradoxe qui explique les Dieselgate, à mon sens. Les Dieselgate naissent aussi de ces paradoxes-là. Et d'aujourd'hui, l'électrification, à mon sens, se présente en Europe comme à la fois la solution technologique pour sauver les soldats premium, ce qui permet de préserver cette montée en gamme réglementée sans la remettre en cause. Et on voit déjà avec l'année 2000, dernière année des croissances très rapides de l'électrique, que les véhicules moyens en Europe s'est sensiblement alourdi, 50 kg de plus dans une seule année. Et quand on regarde les mix, on voit très bien comment l'électrique bénéficie aux constructeurs premium. On a 58% environ d'essence à 1322 kg. On a 28,6% des diesels qui est devenu beaucoup plus lourd parce que c'est pratiquement seulement les constructeurs premium qui arrivent toujours à vendre des diesels en Europe en 2020, 1626 kg. Et puis, on voit l'électrique, 1721 kg en moyenne en Europe, plus 400 kg par rapport à un véhicule essence. L'hybride rechargeable essence, plus 600 kg. L'hybride rechargeable diesel, plus 900 kg. Et donc, c'est clair que cette évolution favorise une fois de plus les constructeurs premium, exige une transition électrique plus rapide parce qu'ils ont besoin d'électrifier leurs ventes bien davantage que les généralistes pour franchir les caps 2020-2021 et pose des problèmes en termes de transition juste. Alors, je terminerai sur l'impact au niveau des marchés, car là, c'est la même histoire fondamentalement. Cette montée en gamme généralisée a pu être absorbée par les marchés du Nord de l'Europe, où on a aussi 60% du vente des véhicules électriques en 2020 et où les prix moyens sont à 35 000 euros. En France, les prix moyens sont beaucoup plus bas, mais grâce au soutien de l'État, à plusieurs reprises, les marchés a plus souffert, mais il a retrouvé malgré tout en 2019 son niveau d'avant-crise, et la part de l'électrique à 17%. Mais dans les pays de l'Europe du Sud, le décrochage a été massif. C'est des pays cruciaux pour les parts des marchés, notamment des constructeurs français. Vous voyez la chute des ventes dans la ligne bleue, et la part de l'électrique n'est qu'à 5%. Et les prix moyens, qui est proche de celui de la France, est trop élevé pour que les consommateurs italiens, espagnols, grecs et portugais trouvent des chaussures à leur pointe. Et en ce qui concerne les pays de l'Europe centrale et orientale, certes, on voit une croissance des ventes et une montée en gamme vraiment impressionnante, avec des niveaux des prix qui ne sont pas très loin de ceux de l'Europe du Sud. Mais il faut se rappeler qu'au début des années 2000, on a anticipé 4 millions de véhicules neufs vendus dans ce marché. Ils auraient dû être nos Brésil, notre Russie, notre Inde. Aujourd'hui, on a 1,5 million, moins de la moitié. C'est seulement la partie haut de gamme du marché qui s'est développée, alors que les ventes qui auraient pu bénéficier, notamment aux constructeurs généralistes, ont été tuées à la fois par la montée en gamme, mais aussi par l'importation non réglementée des véhicules d'occasion, un autre effet non voulu et paradoxal de la réglementation européenne. Alors pour conclure, vous voyez bien que la montée en gamme réglementée de la voiture, qui trouve son origine, je dirais presque avec la création du marché unique, mais qui s'est intensifiée dans les années 2000, et en particulier avec cette réglementation CO2 pondérée au point, a été à l'origine du Dieselgate. Bien entendu, ce n'était pas les seuls facteurs, et ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'était quand même un facteur important, et je pense largement méconnu. Et aujourd'hui, de la marche forcée de l'électrique vers l'électrique, qui est la conséquence du Dieselgate. Je pense qu'on a vu de manière assez claire que cette montée en gamme réglementée est défavorable aux constructeurs français et défavorable aux constructeurs généralistes, et problématique en termes de transition juste, parce qu'il creuse les inégalités entre filières industrielles, il menace les emplois, il creuse les inégalités entre les ménages du Nord, du Sud, entre les ménages riches et les ménages pauvres, et donc pose des problèmes de viabilité politique, de soutenabilité aussi environnementale de cette transition, parce que
je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'électrifier des véhicules des 2 tonnes, ce n'est pas la meilleure manière de verdir les véhicules européens, car on considère l'empreinte carbone de ces véhicules, il n'est pas vraiment beaucoup plus favorable qu'un véhicule thermique, en particulier lorsqu'il s'agit d'hybrides rechargeables. Alors, est-ce qu'une voie alternative est-il possible? Malheureusement, avec les réglementations, il y a beaucoup d'irréversibilité. Et aujourd'hui, c'est une phase cruciale, parce qu'on a vu que des décisions seront prises qui concernent 2030 et 2035 et qui vont avoir des impacts structurants sur les décisions d'investissement des constructeurs. Et là encore, c'est des décisions qui sont irréversibles une fois qu'elles sont prises. Je pense malgré tout, quand je regarde ce qui est produit ici dans les Hauts-de-France, la Yaris, véhicule du segment B, qui avec l'hybridation non rechargeable est parfaitement en conformité avec les normes CO2, qui est un véhicule abordable. Quand je vois la volonté des Renault de relocaliser un véhicule du segment B, la R5, ici, à Douai, je pense que les constructeurs qui sont basés en France comprennent très bien l'intérêt de suivre notre voie. Cependant, moi, je me pose la question de pourquoi la France est tellement absente à Bruxelles. Parce que je pense que si on veut vraiment porter cette voie alternative du véhicule propre, mais aussi du véhicule populaire, abordable, il faut que la réglementation européenne suive. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je crois qu'une des conditions pour que ces stratégies soient vraiment gagnantes et toutes les chances de réussir, c'est que les constructeurs, les gouvernements prennent vraiment conscience, et les rapports de Delphine Batho en 2016 avaient quand même alerté là-dessus, que l'influence à Bruxelles va être décisive pour les évolutions futures à venir. Merci beaucoup pour votre attention. Grand merci Tommaso. Restez quelques minutes, voir s'il y a des questions éventuellement. Parce que je sais que vous avez ouvert un peu le débat avec effectivement cette importance du lobbying français à Bruxelles. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre quelques minutes ou des commentaires. N'hésitez pas dans la salle. Et est-ce qu'on a des questions sur la plateforme? Je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui nous regarde aussi et qui ont assisté à votre conférence. Tommaso m'a mis un petit message pour dire qu'il y avait du monde sur la plateforme digitale. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Non? Et dans la salle? Pour Tommaso Pardi? Non? Rien de particulier? C'est que vous avez été très clair. En tout cas, c'était vraiment très intéressant de vous entendre à nouveau. Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu. On va vous ramener un micro. C'est juste ici. Excusez-moi, mademoiselle. Voilà, madame va lever la main. Levez-vous, si vous voulez bien. Comme ça, on va vous rapporter le micro. Voilà, on vous entendra mieux. Et puis comme ça, comme on a la captation, ça sera mieux. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, vous nous avez expliqué que les Allemands sont très influents à Bruxelles. En fait, ma question, c'est du coup, pourquoi il y a un tournant vers l'électrique si finalement ça ne les avantage pas? Pourquoi il y a, pardonnez-moi? Pourquoi est-ce qu'il y a un tournant vers l'électrique si la législation est très influencée par l'Allemagne? Est-ce que les Allemands, ils ont un intérêt à aller vers l'électrique, en fait? Moi, je pense que oui. D'ailleurs, si aujourd'hui on dit aux constructeurs après les Dieselgate, eh bien, vous êtes coupables, mais on va pardonner tous vos péchés si vous vous convertissez à l'électrique. Et s'il y a un fil prodigue dans cette histoire, c'est bien Volkswagen qui a pris nettement les devants dans tous les domaines de l'électrification et qui est les constructeurs qui sont en train aujourd'hui de mettre la pression à Bruxelles pour que le Fit 55 soit les plus exigeants possibles. Les constructeurs allemands, ils étaient déjà dans une situation très difficile en 2008, et je l'ai montré, et normalement auraient dû prendre conscience que leur stratégie fondée sur des véhicules très lourds, puissantes et polluantes ne pouvait pas résister à les exigences de réduction des CO2 qui s'est profilée pour l'avenir. Mais grâce au diesel, la part du diesel chez les premium allemands a été montée jusqu'à 90%, grâce à d'autres technologies comme l'injection directe essence, qui a aussi été montée jusqu'à 75%, c'est encore le cas. Ils ont réussi malgré tout à poursuivre dans cette voie, tout en optimisant massivement leur émission. Et je l'ai dit, les objectifs au point étaient décisifs pour permettre aux constructeurs allemands de franchir ces caps. Là, maintenant, ils n'ont plus le choix. L'électrique, c'est pour eux la seule voie de sortie. Alors que pour les constructeurs généralistes, une autre voie, celle qui avait caractérisé en fait leur offre jusqu'au début des années 2000, qui était plutôt une stratégie. C'est des constructeurs qui ont créé leur fortune avec des véhicules petits, compacts,
innovants dans ces domaines, les Peugeot 205, les Opel Corsa, les Ford Fiesta, la Fiat Cinquecento, Panda, c'est tous des véhicules qui étaient plutôt moins lourds d'allaitant que les véhicules précédents, moins coûteux, plus abordables. Eh bien, ils ont été amenés à suivre les Allemands dans la montée en gamme. Et aujourd'hui, c'est eux qui pourraient s'épasser, entre guillemets, d'une électrification tellement rapide avec d'autres solutions. Alors que pour les constructeurs allemands, si on veut rendre vert un véhicule des 2 tonnes, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'y mettre une batterie des 500, 600, 750. Voilà pourquoi les Allemands, aujourd'hui, ont tout l'intérêt d'aller vers l'électrique très rapidement, alors que d'autres acteurs pourraient, à mon sens, avoir une transition plus progressive et continuer, avec des véhicules plus sobres et moins puissants, à exploiter les moteurs thermiques, ce qui permettrait de rendre cette transition plus inclusive et donc finalement de la rendre plus efficace. C'est ça les liens avec la transition juste, et aussi de rendre cette transition moins disruptive pour les emplois et la filière. Alors, il est l'heure de passer à la pause. On a un programme riche, vous le savez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir rencontrer ici, à côté de moi, Tommaso Pardi, durant la pause. Vous restez avec nous. Tommaso, une pause de 15 minutes.